Chapitre 2. À la recherche de Monsieur Hyde. Ce jour-là, Monsieur Utterson rentra dans son logement de garçon avec des idées sombres, et dîna sans plaisir. D'habitude, le dimanche après ce repas, il allait s'asseoir près du feu, et là, avec quelques livres pieux et insignifiants reposant sur son pupitre, il attendait que la cloche de l'église voisine sonnât les 12 coups de minuit. Alors, avec reconnaissance, sagement et posément, il se couchait. Mais ce soir-là, aussitôt que la table fut desservie, il prit une bougie et passa dans son cabinet. Alors il ouvrit son coffre-fort et retira d'une cachette un dossier marqué sur son enveloppe « Testament du docteur Jekyll ». Il s'assit, et avec un froncement de sourcils, il se mit à examiner son contenu. C'était un testament holographe, car, quoique M. Utterson s'en fût chargé après qu'il eût été fait, avait obstinément refusé son assistance pour le faire. Ce testament non seulement assurait qu'en cas de décès de l'éminent docteur Jekyll, membre de plusieurs sociétés savantes, toutes ses possessions passeraient dans les mains de son ami et bienfaiteur, Edward Hyde, mais aussi qu'en cas de disparition du docteur ou d'une absence inexpliquée pendant une période révolue de 3 mois, le dit Edward Hyde entrerait en possession des biens de Henry Jekyll sans plus de délai, déchargé de toute obligation, à l'exception de quelques petites sommes payables aux gens de la maison du docteur. Ce document était depuis longtemps la bête noire de l'avocat. Il l'offusquait non seulement comme avocat, dans son sens de la justice, mais aussi comme partisan des coutumes équitables et droites. Pour lui, le caprice était déshonnête. Jusqu'à ce jour, son indignation ne s'était enflammée que par son ignorance de ce qui concernait M. Hyde. Aujourd'hui, elle était avivée par ce qu'il avait appris. C'était déjà pour lui une préoccupation aujourd'hui. C'était déjà pour lui une préoccupation intolérable lorsqu'il se trouvait en face d'un nom inconnu qui ne lui disait rien. Ce fut bien pire lorsque ce nom lui apparut dans un encadrement repoussant et qu'un pressentiment défini fit surgir un démon de cette obscurité impénétrable et immatérielle derrière laquelle il n'avait jusque-là rien distingué. « Je croyais que c'était de la folie, dit-il, en replaçant le document répréhensible dans le coffre-fort. Mais maintenant je commence à craindre que ce ne soit une honte. » Là-dessus, il souffla sa bougie, endossa son pardessus et se dirigea du côté de Cavendish Square, cette citadelle médicale où son ami le docteur Lanyon avait sa demeure et recevait la foule nombreuse de ses malades. « S'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, ce doit être Lanyon, s'était-il dit. Le solennel maître d'hôtel le reconnut et l'accueillit gracieusement. Il n'attendit pas longtemps. Il fut immédiatement introduit dans la salle à manger, où il trouva le docteur Lanyon seul à table. C'était un homme d'une apparence robuste et pleine de santé. Il était vif, allègre. Il avait une face rougeaude et son crâne était recouvert d'une touffe de cheveux hérissés et blanchis avant l'âge. Ses manières étaient bruyantes et impétueuses. En apercevant M. Utterson, il sauta de sa chaise et lui serra chaleureusement les 2 mains. Sa cordialité paraissait bien peu théâtrale, mais elle n'en reposait pas moins sur un fond de sentiment véritable, car lui et l'avocat étaient de vieux amis, de vieux camarades de collège et d'études, se respectant l'un l'autre sans aucune réserve, et, ce qui n'arrive pas toujours, heureux de se retrouver. Après quelques instants de conversation décousue, l'avocat aborda le sujet qui le préoccupait d'une façon si désagréable. « Lanyon, dit-il, je crois que vous et moi sommes les 2 plus vieux amis de Henry Jekyll. Je voudrais bien que les amis soient plus jeunes, s'écria le docteur Lanyon. Mais en admettant que nous sommes ses plus vieux amis, quoi, je le vois très peu maintenant. »« Vraiment, dit Utterson, je croyais qu'il y avait beaucoup de rapports dans vos goûts, que vous vous intéressiez aux mêmes questions. »« Oui, c'est vrai, répliqua l'autre. Autrefois, il y a plus de 10 ans, que je me suis aperçu que les idées de Henry Jekyll étaient devenues trop fantastiques pour moi. Il commença de suivre une mauvaise route, son esprit était de travers, et que quoique naturellement je continue de lui porter beaucoup d'intérêt, en mémoire de nos souvenirs comme on dit, je l'ai vu et le vois diablement peu. Un tel galimatia de choses soi-disant scientifiques, ajouta le docteur sans pourprendre tout à coup, eût amené la désunion entre Damon et Pythias. Ce petit accès de mauvaise humeur soulagea un peu M. Utterson. Ils diffèrent sur quelques points scientifiques, pensa-t-il, et ont eu une discussion à ce sujet, et la science, le laissant lui-même assez froid, excepté en matière légale sur les actes de transmission de propriété, il ajouta même « C'est vraiment bien futile.
Il donna à son ami le temps de se remettre, et alors aborda la question qu'il était venu pour poser. « Avez-vous jamais rencontré un de ses protégés, un dénommé Hyde ?»« Hyde » répéta Lanyon. « Non, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est depuis mon temps. » Ce fut tout ce que l'avocat put obtenir d'informations. La nuit lui apporta très peu de repos. Il se tourna et se retourna dans son grand lit jusqu'à l'aube, son esprit actif s'agitant dans les ténèbres et se posant 1000 questions. 6 heures sonnèrent à l'horloge de l'église qui se trouvait si commodément placée près de la maison de M. Utterson, et il était toujours en train de sonder ce problème. Jusqu'ici, cela ne l'avait touché que du côté intellectuel. Maintenant, son imagination aussi y prenait part. Elle en devenait même l'esclave, et pendant son agitation de la nuit et dans l'obscurité de la chambre, rendue encore plus intense par les rideaux soigneusement tirés, l'histoire de M. Enfield repassait dans son esprit, se déroulant devant ses yeux comme un tableau d'images coloriées. Il voyait le grand champ de lumière formé par l'éclairage nocturne d'une grande ville. Ensuite, il distinguait la forme d'un individu marchant rapidement, et aussi celle d'un enfant courant, en revenant de chez le médecin où elle avait été envoyée. Alors il voyait leur rencontre. Il voyait ce juggernaut humain fouler la petite fille sous ses pieds et passer outre sans s'inquiéter de ses cris. Ou encore, il pouvait voir son ami couché dans la chambre d'une riche maison, dormant et souriant à ses rêves, quand tout à coup la porte de cette chambre s'ouvrait, les rideaux du lit étaient entr'ouverts, le dormeur était tiré de son sommeil et, horreur, à ses côtés se tenait un homme ayant le pouvoir de commander. À son ordre, il voyait son ami obligé, à 7 heures de la nuit, quand tout est pour ainsi dire mort, de se lever et d'obéir. La vision de cet homme, sous ces 2 formes, obséda l'avocat toute la nuit, et même s'il sommeillait, il voyait cette ombre se glissant le long des maisons endormies, où il la voyait passer et repasser d'une marche de plus en plus rapide, jusqu'à lui donner le vertige à travers des labyrinthes de la ville illuminée, et à chaque coin de rue, écraser un enfant et la laisser gisant sur le sol et criant. Même dans ses rêves, sa vision n'avait pas de visage par lequel il pût la reconnaître, ou, si elle en avait un, c'était pour se jouer de lui, en s'évanouissant devant ses yeux. Et voilà comment dans l'esprit de l'avocat avait germé et cru avec rapidité une curiosité ardente, singulière et déréglée de voir les traits du réel monsieur Hyde. S'il pouvait les voir seulement une fois, pensait-il, le mystère serait éclairci et deviendrait aussi banal que le deviennent généralement les mystères quand on les examine de près. Il aurait peut-être pu deviner les causes de la préférence de son ami, ou les liens qui l'attachaient. Il aurait peut-être même pu deviner une raison pour les clauses surprenantes du testament. Dans tous les cas, la figure de cet homme valait la peine d'être vue. La figure d'un homme sans entrailles et sans pitié, qui n'avait qu'à se montrer pour élever dans l'âme du peu impressionnable Enfield un sentiment de haine durable. À partir de ce moment, M. Utterson devint un habitué de la rue où se trouvait la porte mystérieuse. Il dînait, à midi, quand il y avait beaucoup à faire et peu de temps à lui, et le soir à la clarté brumeuse de la lune, par beau ou mauvais temps, aux heures de foule ou de solitude, on trouvait l'avocat fidèle au poste qu'il s'était choisi. « S'il fait celui qui se cache, je ferai celui qui cherche, » pensait-il. Sa patience fut enfin récompensée. Ce fut par une belle soirée. Le temps était froid et sec, et il y avait de la gelée dans l'air. Le pavé de la rue était aussi propre que le parquet d'une salle de danse. La lumière des réverbères, n'étant pas agitée par le vent, projetait à intervalles égaux l'ombre et la lumière. Vers 10 heures, quand les boutiques étaient fermées, la rue était très déserte et tranquille, malgré les sourds grondements de Londres tout alentour. Les petits bruits avaient beaucoup de portée. Les différents sons sortant des maisons étaient clairement intelligibles, et le résonnement des pas des passants se faisait entendre de très loin. M. Utterson n'était à son poste que depuis quelques instants, quand le bruit d'un pas bizarre et léger arriva jusqu'à son oreille. Il avait eu le temps, depuis qu'il avait commencé ses observations, de distinguer le bruit singulier avec lequel, pendant la nuit, les pas d'une personne seule se font entendre soudainement par-dessus le vaste bourdonnement de la ville. Cependant, son attention n'avait jamais été si vivement et si décidément excitée, et ce fut avec un fort pressentiment de succès qu'il s'enfonça sous le portail de la cour. Les pas se rapprochèrent rapidement, et furent plus distincts quand il eut tourné le coin de la rue. L'avocat aux aguets aperçut bientôt l'espèce d'homme
auquel il allait avoir affaire. Il était de petite taille et vêtu très simplement, mais son apparence, même à cette distance, prévint fortement contre lui celui qui le surveillait. Il marcha droit à la porte, traversant au plus court, et en approchant, il tira une clé de sa poche comme le ferait une personne rentrant chez lui. M. Utterson s'avança alors, et en passant le toucha à l'épaule. « Monsieur Hyde, si je ne me trompe, » dit-il. M. Hyde se recula, en laissant échapper un petit sifflement de ses poumons. Mais sa peur ne fut que momentanée. Et quoiqu'il ne regardât pas l'avocat en face, il répondit assez froidement. « C'est mon nom, que voulez-vous » ? « Je vois que vous allez entrer, répondit l'avocat. « Je suis un vieil ami du docteur Jekyll, M. Utterson, de Gown Street. Vous devez avoir entendu parler de moi, et, vous rencontrant si à propos, j'ai pensé que vous pourriez m'admettre dans la maison. Vous ne trouveriez pas le docteur Jekyll, il est absent, répliqua M. Hyde, tout en soufflant dans la clé, et sans relever la tête, il ajouta soudain. Comment avez-vous su qui j'étais ? De votre côté, dit M. Utterson, voulez-vous me faire une faveur ? Avec plaisir, répliqua l'autre. Que voulez-vous ? Je voudrais vous voir la figure, répondit l'avocat. M. Hyde parut hésiter, mais, avec une détermination subite, il releva la tête, et les deux hommes se regardèrent fixement pendant quelques secondes. Maintenant, je vous reconnaîtrai, dit M. Utterson. Cela peut être utile. Oui, fit M. Hyde. Il vaut mieux que nous nous soyons rencontrés, et, à propos, vous devriez avoir mon adresse. Et il lui donna le numéro d'une rue dans Soho. Grand Dieu, se dit M. Utterson. Lui aussi pensait-il au testament, mais il garda ses réflexions, se contentant de grommeler quelque chose en reconnaissance de l'adresse reçue. « Et maintenant, demanda l'autre, comment m'avez-vous reconnu ?»« D'après une description, fut la réplique. « La description de qui ? Nous avons des amis en commun, dit M. Utterson. « Des amis en commun, répéta M. Hyde d'une voix un peu rauque. Qui sont-ils ? Jekyll, par exemple, fit l'avocat. Il ne vous a jamais rien dit, s'écria M. Hyde. Je ne vous aurais pas cru capable de mentir. Allons, dit M. Utterson. Vos paroles sont un peu vives. L'autre ricana sourdement. Avec une précipitation extraordinaire, il ouvrit la porte et disparut dans l'intérieur de la maison. L'avocat resta là sans bouger pendant quelques instants après la disparition de M. Hyde, les traits de son visage laissant apercevoir le trouble de son esprit. Enfin, il remonta doucement la rue, s'arrêtant par intervalles et portant la main à son front comme un homme en grande perplexité. Le problème qu'il débattait tout en marchant était de l'ordre de ceux qui sont rarement résolus. M. Hyde était pâle et malingre. Il donnait l'impression d'être difforme, sans que l'on pût qualifier sa difformité. Il avait un sourire déplaisant. Il s'était conduit vis-à-vis de l'avocat avec une timidité mélangée d'impudence. Il parlait d'une voix âpre, basse, et tant soit peu brisée. Autant d'arguments contre lui, mais tous ces arguments réunis ne pouvaient pas expliquer ce sentiment inconnu de dégoût, d'horreur et de frayeur, avec lequel M. Utterson le considérait. Il doit y avoir autre chose, pensa-t-il dans sa perplexité. Il y a autre chose. Si je pouvais seulement trouver le mot pour l'énoncer, que le bon Dieu me bénisse, si cet homme a rien d'humain. Est-ce quelque chose de troglodytique, ou est-ce simplement le rayonnement d'une âme immonde qui traverse son enveloppe corporelle et la défigure ? Ce doit être cela, car, oh, mon pauvre vieil ami Jekyll, si jamais j'ai lu la signature de Satan sur la face de quelqu'un, c'est sûrement sur celle de votre nouvel ami. Après avoir tourné le coin de la rue, on apercevait une rangée de vieilles et belles maisons, la plupart déchues de leur haut rang et converties en appartements et chambres, loués à des hommes de toutes sortes et de toutes conditions, des graveurs, des architectes, des avocats sans cause et des agents d'entreprises obscures. Une de ces maisons, toutefois, la seconde au coin, était entièrement occupée par la même personne, et quoique plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lumière qui s'apercevait à travers la fenêtre en éventail au-dessus de la porte d'entrée, elle avait un grand air de fortune et de bien-être. M. Utterson s'arrêta là et frappa. Un domestique en bonne tenue et d'un âge mûr ouvrit la porte. « Le docteur Jekyll est-il chez lui, Poole ?» demanda-t-il. « Je vais voir, M. Utterson, » répondit Poole, tout en faisant entrer le visiteur dans un grand vestibule, bas de plafond, pavé de dalles chauffées à la mode de la campagne, par un grand feu de cheminée et meublé luxueusement de vieux chênes. « Voulez-vous attendre ici près du feu, monsieur ? Ou voulez-vous que je vous donne de la lumière dans la salle à manger ?
« Ici, merci, dit l'avocat. Il s'approcha du feu et posa les pieds sur le grand garde-feu. Ce vestibule dans lequel il se trouvait maintenant seul était particulièrement affectionné par son ami le docteur, et Utterson lui-même avait l'habitude d'en parler, comme étant dans son genre l'endroit le plus charmant de Londres. Mais ce soir-là, il n'était pas en état de l'apprécier. Il avait d'étranges sensations. Il se sentait comme un frémissement dans le sang. La vie semblait lui être à charge, le visage de M. Hyde s'apesantissait lourdement dans sa mémoire. Et la mélancolie de son esprit lui faisait voir une menace dans la vacillation de la flamme sur le poli des meubles et dans le tressaillement inquiet de l'ombre projetée au plafond. Il fut honteux du soulagement qu'il éprouva quand Poole revint pour lui annoncer que le docteur Jekyll était sorti. « J'ai vu M. Hyde entrer par la vieille porte de la salle de dissection, Poole, dit-il. « Cela ne fait rien quand le docteur Jekyll n'est pas chez lui ?»« Non, c'est très bien, monsieur Utterson, répliqua le domestique. « Monsieur Hyde a une clé. »« Votre maître paraît avoir une confiance bien grande dans ce jeune homme, Poole, reprit l'avocat rêvasson. « Oui, monsieur, il est certain qu'il en a beaucoup, dit Poole. Nous avons tous reçu l'ordre de lui obéir. »« Je ne crois pas avoir jamais rencontré M. Hyde, demanda Utterson. »« Oh, vraiment non, monsieur, il ne dîne jamais ici, répliqua le maître d'hôtel. Nous ne le voyons que rarement de ce côté de la maison. Il va et vient presque toujours par le laboratoire. Eh bien, bonsoir, Poole. Bonsoir, monsieur Utterson. » L'avocat reprit le chemin de sa demeure avec un cœur bien gros. Pauvre Henry Jekyll, pensait-il. J'ai peur qu'il ne soit dans de mauvais draps. Il a été très dissipé dans sa jeunesse. Il est vrai qu'il y a longtemps de cela, mais il n'y a pas de statut limitant la loi divine. Oui, ce doit être cela, le fantôme d'une ancienne faute, la plaie de quelque honte cachée, la punition venue, pede claudo, des années après que la mémoire avait oublié. Alors effrayé rien qu'à cette pensée, l'avocat s'absorba pendant un moment sur son propre passé, tâtonnant dans tous les coins de sa mémoire pour voir si, par hasard, il ne trouverait pas quelque vieux péché qui, comme un diable à ressort, se ferait jour tout à coup. Son passé était bien sans reproche. Peu d'hommes pourraient revoir le déroulement de leur vie avec moins d'appréhension. Malgré cela, il se trouva humilié jusqu'à terre par beaucoup de mauvaises actions qu'il avait commises. Et il fut relevé, avec un sentiment de reconnaissance triste et grave, par celles qu'il avait été si près de commettre, mais cependant qu'il avait évité. Revenant alors à son premier sujet, il eut une étincelle d'espoir. « Ce monsieur Hyde, pensa-t-il, doit avoir des secrets bien noirs, à en juger par l'apparence et quelque honteux que puissent être ceux de Jekyll, comparés à ceux de cet homme, il ressemblerait à un rayon de soleil. Cet état de choses ne peut continuer. J'ai froid dans le dos à la pensée de cet être se glissant aux côtés du lit de Henry. Pauvre Henry, quel réveil! Sans compter le danger, car si ce Hyde soupçonne l'existence du testament, il peut devenir impatient d'hériter. Allons, il faut que je donne un coup de main à la roue, si toutefois Jekyll veut me laisser faire. Car il revoyait clairement devant ses yeux les clauses étranges du testament.